Espace TV, le 22h. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres de l'actualité de ce mercredi. Dialikatou Diallo a été officiellement installé dans ses fonctions de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. La députée du RPG Arc-en-Ciel, qui était jusque-là première vice-présidente du Parlement guinéen, promet d'œuvrer pour l'unité et la paix en Guinée. La pêche industrielle empêcherait-elle la pratique de la pêche artisanale dans les eaux guinéennes? C'est une question. Les acteurs de la pêche artisanale qui approvisionnent le marché guinéen constatent la rareté des poissons ces derniers temps. Vous allez entendre leur cri de cœur dans cette édition. Et puis nous irons à Guékédou pour constater la fourniture d'électricité. Les câbles électriques sont désormais visibles et la population est desservie au moins 6 heures sur 24. Mais la direction préfectorale de la Guinée d'électricité est confrontée au manque de réserve de carburant, ce qui a du mal à satisfaire à la demande des clients. C'est notre angle de ce soir. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté a une nouvelle patronne nommée jeudi dernier. Dr Dialikatou Diallo a officiellement pris fonction ce mercredi. Elle qui était jusque-là première vice-présidente du Parlement guinéen promet d'œuvrer pour la promotion de l'unité nationale. Mamadou Taran Diallo, qui a passé un peu plus de 2 ans à la tête de ce département, s'est montré reconnaissant à l'égard du chef de l'État. Mariam Fodé Camara, Yacouba Traoré. Nommé à la tête du département de l'Unité nationale et de la citoyenneté le 18 novembre 2018, Mamadou Taran Diallo a été appelé le 30 avril dernier à céder le fauteuil à l'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale. À la passation de service ce mercredi, le secrétaire général du gouvernement a rappelé ses efforts pour la consolidation de la cohésion sociale. Vos nombreux messages de sensibilisation pour la paix envers nos concitoyens ont aidé à apaiser les esprits lors des moments de grave violence. Encore une fois, merci pour tous les services louables rendus à notre nation. Comme son prédécesseur, Mamadou Taran Diallo s'est investi dans la gestion des crises sociopolitiques et la sensibilisation pour le maintien de la paix dans le pays. Au cours des 2 dernières années, les résultats ci-dessus ont été obtenus. En matière de droits de l'homme, notre pays est évalué, comme tous les autres, sur les bases de sa constitution, de ses lois nationales et de ses engagements internationaux en la matière. Sa successeur, consciente des nombreux défis qui s'imposent, entend bien poursuivre ses chantiers pour renforcer le vivre ensemble des Guinéens. Je mesure le poids de la responsabilité qui m'incombe dans l'accomplissement de cette nouvelle, lourde et exaltante fonction. Monsieur le ministre Mamadou Taran, je voudrais rendre un hommage appuyé et mérité pour les importants chantiers réalisés. Je situe mon action dans la continuité de ce qui a été entrepris avec autant de réussite. La nouvelle ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté n'est pas une figure méconnue de la sphère politique. Ses actions, comme ses prédécesseurs, seront scrutées, mais elle peut compter sur ses collaborateurs pour répondre aux nombreuses aspirations des populations guinéennes. Ce n'est pas passé inaperçu et ça ne l'est pas. La dette publique guinéenne a atteint 44% du PIB en fin 2020 selon le Fonds monétaire international. Une dette qui a grimpé. En 2012, elle était de 27%. Rien d'inquiétant selon l'économiste Dr Mamoudou Touré qui estime que la dette n'est pas un problème mais plutôt son utilisation. Dans le cas de la Guinée, si les ressources issues de Souapiti, de la ligne d'interconnexion Linsanfomi et autres sont bien gérées, il est facile d'éponger les dettes et surtout assurer la crédibilité du pays devant les partenaires. Al-Seyni Bari, Abdoulaye Kamara. Du 14 au 28 avril 2021, des échanges virtuels ont eu lieu entre le Fonds monétaire international et la Guinée. Des échanges qui rentraient dans le cadre de l'application de l'article 4 des statuts du FMI qui stipule que cette institution exerce une ferme surveillance sur la conduite de la politique d'échange et des autres politiques membres du dispositif. La dynamique de l'économie guinéenne, la situation monétaire, l'inflation,
mais surtout le niveau du stock de la dette sont les thèmes débattus. Aujourd'hui, force est de constater que le taux d'endettement, c'est-à-dire la somme des engagements financiers de l'État rapportés au produit intérieur brut est à 44%. En comparant la dette de la Guinée à celle de la sous-région et des pays développés, il n'y a rien d'alarmant, estime cet économiste. La Gambie, qui n'est pas loin de nous, est à plus de 80%. Le Sénégal est à 65%. La moyenne africaine est à 50%. La France est aux alentours de 115%. Les États-Unis sont à 102% du PIB. Le véritable problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos emprunts. Si l'argent emprunté essaie à financer des projets d'investissement qui sont rentables pour le pays, qui sont rentables pour la population, il n'y a pas de raison que le pays ne puisse pas dégager un espace budgétaire supplémentaire pour pouvoir faire face aux charges de la dette. Ceci dit, mal gérée, elle peut faire perdre la crédibilité du pays vis-à-vis des partenaires au développement. Dans ce cas-ci, la dette de la Guinée n'a pas diminué, elle a plutôt augmenté, car en 2012, elle était à 27%, contre 44% en 2021. Pas de quoi s'inquiéter, affirme Dr Touré. Les prêts qui ont été contractés par l'État s'inscrivent aussi, entre autres, dans le cadre d'investissement global, dans l'accord cadre qui a été signé entre la Guinée et la Chine. Je vous ai donné l'exemple du barrage de Soapeti. Il y a la ligne d'interconnexion aussi, l'Insan-Fomi, qui fait partie. Il y a aussi d'autres projets qui sont ciblés, mais les effets d'impact de ces projets ne vont pas se faire sentir sur le court terme, c'est sur le moyen et le long terme. La corruption, le détournement sont bien de fléaux qui pourraient empêcher l'épongement de ces prêts. L'espace maritime guinéen inondé par les entreprises de pêche industrielle. Certaines pratiquent bien souvent de façon anarchique cette activité. Conséquence, les poissons deviennent de plus en plus rares dans les eaux guinéennes. C'est le constat que font les pêcheurs artisanaux et puis ils lancent cri de cœur. Ce que vous allez entendre bien entendu dans ce reportage de Bernard Koundouno et Aboubakar Kekebangoura. Avec plus de 73 000 km², l'espace maritime guinéen est convoité à cause de la qualité de ses produits halieutiques. Ces derniers temps, les pêcheurs ont constaté la rareté des poissons, une situation qu'ils expliquent par la pléthore des bateaux de pêche, notamment ceux battant pavillon chinois qui raflent tout sur leur passage. Ils servent auparavant aux Chinois, moyennant peut-être 5 ou à 10 000 francs, 10 000 $ par mois. Et puis maintenant, les licences sont divisées. Ils n'ont pas de position exacte dans nos eaux. Là où les poissons se reproduisent, ils viennent, ils raclent. Au-delà aussi de la pêche artisanale, de limite tout le temps des incidents, ils raclent de ce côté. Les bateaux industriels qui partaient pour 15 jours, maintenant vont pour 1 mois. Les pêcheurs artisans qui partaient pour 5 jours, maintenant vont pour 13, 14, 15 jours parfois. Plus loin, à Bofa, une préfecture située à plus de 150 km de Conakry, le même constat est fait par les acteurs de la pêche. Cette fois-ci, non seulement le côté climatique a posé assez de problèmes pour nous, mais avec les Chinois aussi, avec leurs bateaux, depuis qu'ils ont recommencé le travail, on a constaté qu'il y a plus de bateaux que de licences. C'est-à-dire des bateaux qui n'ont pas de licence évoluent au même niveau de travail que nous. Outre le manque de poissons, les pêcheurs sont aussi confrontés à l'insécurité. Ils disent être régulièrement victimes d'agressions en haute mer. Fraîchement revenu de la pêche, cet acteur témoigne. Le premier accident, ils ont pris le nom du bateau, ils sont partis à Kamsar, comme c'est le nord. Ils sont pleins. On leur a, comment dirais-je, dit après le jugement, oui, vous avez raison, mais vous n'avez pas de preuves. Il nous faut des images. Le deuxième accident, il a vu le drapeau, le bateau a vu le drapeau, tu comprends? Mais comme sa façon de naviguer partait vers les filets, ils sont partis à sa rencontre pour lui dire que non, tu vas rentrer dans le filet. Il n'a pas répondu. La pêche artisanale dans les eaux guinéennes est pratiquée en majorité par les étrangers. Ces derniers temps, ils passent plus d'une semaine sur la mer avant de trouver du poisson.
Les employés de la Bonaghi sont entrés en grève ce mercredi pour réclamer de la direction générale l'application de la nouvelle grille salariale. Tôt ce matin, ils se sont regroupés au siège de la société à Matoto pour exprimer leur colère. Pour reprendre donc les activités, les grévistes exigent des responsables la prise en compte des nouveaux salaires tels que déterminés dans la nouvelle grille. André Mossier Milimono, Ibrahima Souma pour le constat. Les faits remontent à l'année 2020. À l'époque, les salariés de la Bonaghi demandent une augmentation de salaire. Après plusieurs négociations, une grille salariale a été élaborée. Par consensus, la nouvelle grille devrait entrer en vigueur dès janvier 2021, mais elle a ensuite été reportée au mois d'avril. Et jusqu'à date, la direction générale de l'entreprise continue d'entretenir le flou autour de l'application de cette grille salariale. De concertation en concertation, on ne s'est pas compris. On a convoqué une assemblée. L'ensemble des employés de Bonaghi, unanimement, ont décidé d'aller en grève si la grille n'est pas appliquée à la date indiquée par la direction générale elle-même. Donc on a attendu, la date là est arrivée, le 30 avril est arrivé, la direction n'a pas appliqué. Donc hier, on a convoqué une assemblée, les employés ont demandé à ce qu'on arrête le travail. Pendant ce temps, les inégalités de salaire au sein de l'entreprise demeurent une réalité. Les grévistes affirment avoir attiré l'attention de l'inspection du travail autour du sujet. Elle a d'ailleurs été au centre des négociations ayant conduit à l'élaboration de la nouvelle grille salariale qui souffre d'application. La lettre qui a été écrite par la direction générale a été écrite devant même un représentant de l'inspection générale du travail. Ces jours-là, ce sont eux tous, ils nous ont prié de suspendre la grève, que le 30 avril, la grille sera appliquée. Donc l'inspection est informée. On avait même envoyé un courrier d'avertissement à l'inspection, de rappel à l'inspection que la direction ne veut pas appliquer la grille salariale. Les activités au sein de l'usine sont à l'arrêt. Aucune production depuis ce matin. Les grévistes mesurent les pertes que cela entraîne, mais ils semblent tout de même déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Seule l'application de la nouvelle grille salariale les fera plier. Ce qui va lever cette grève, c'est l'application de la grille salariale maintenant. Aux dernières nouvelles, l'inspection du travail aurait convoqué l'ensemble des travailleurs en grève à son siège pour une concertation. La suspension des prières nocturnes par les autorités continue à occuper les débats dans les mosquées et quartiers de la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays. Sur la question, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a voulu apporter des éclairages ce mercredi, une occasion de rappeler aussi à la population que le pays est également fait face à la deuxième vague de la Covid-19, toute chose qui explique la prise ou le maintien des restrictions. Ali Badara Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Sur les 33 préfectures de la Guinée, seule la préfecture de Beila n'a pas encore connu de cas de Covid-19. Pour les autorités sanitaires, l'ère est plus inquiétante que les mois précédents dans la prévention et la gestion de la Covid-19 en Guinée. Selon le chargé des études au département surveillance de l'ANSS, le taux de pourcentage des cas confirmés est passé de 3% à 12%. Et 7 864 sont des femmes et 76 sont en état de famille. Le taux d'occupation des lits serait aussi passé de 20% à 50%. De mars 2020 à maintenant, nous avons testé 369 028 personnes, parmi lesquelles 22 468 sont révélées positives, soit 6,1%. En ce qui concerne la prise en charge, 1370 lits sont disponibles pour les hospitalisations, donc 616 étaient occupés à la date d'hier, soit 45% de taux d'occupation. Sur les 616 hospitalisations, 412 étaient à Conakry, soit 67%, contre 33% à l'intérieur du pays. Des statistiques qui occasionneraient la suspension des prières nocturnes, soutient le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Quand tu mets beaucoup de personnes entassées dans les mosquées qui passent 24 heures sur 24, il suffit d'un cas de Covid pour affecter l'ensemble. Et la plupart des personnes là, ce sont elles qui décèdent par suite de Covid. Donc c'est le souci d'augmenter notre taux de décès parmi les personnes âgées qui a fait qu'on a dit avec ces deux arguments de ne pas faire ces prières.
Les autorités sanitaires comptent dans les jours à venir rendre les opérations de vaccination obligatoires sur le territoire guinéen, une manière de permettre l'atteinte des objectifs de vacciner la majorité de la population. Dans 6 mois, je m'attends à rendre obligatoire la vaccination, pas attacher des gens pour les vacciner, mais pour sortir de Conakry, il faut présenter sa carte de vaccination. Pour sortir de la Guinée, n'oubliez pas que la carte de vaccination avec la fièvre jaune est obligatoire pour accéder au pays. À date, le pays dispose de 918 000 doses de vaccins contre la COVID-19 et 2 millions de vaccins Johnson & Johnson sont attendus à Conakry dans les jours prochains. La décision a fait réagir les fidèles musulmans dans tout le pays. À Kankan, les jeunes ne se sont pas contentés de dénoncer par des mots. Ils ont protesté dans les quartiers de la commune urbaine. Loin de comprendre la mesure gouvernementale, ils trouvent l'attitude de leur leader religieux incompréhensible. Le premier imam de la grande mosquée de Kourialim, par exemple, n'a pas tardé à approuver le communiqué du secrétariat général des affaires religieuses. Alpha Oumar Koïta, notre correspondant régional, l'a interrogé. Pour le premier imam de la grande mosquée du quartier Kourialien 6 en plein cœur de la commune urbaine de Kankan, c'est avec tristesse que la communauté musulmane de Guinée a accueilli dans la nuit du lundi cette décision d'interdiction de prière nocturne du secrétariat général des affaires religieuses pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. À mon avis, cette décision-là devait être prise depuis le début du mois de Ramadan. Tel n'a pas été le cas. D'ailleurs, on avait déjà commencé, on a déjà consommé une nuit, parmi les 10 dernières nuits. Et hier, la décision est tombée. Nous étions tous surpris. Vraiment, c'est un peu triste pour la communauté musulmane. Est-ce allez-vous respecter la décision? Nous sommes tenus à respecter cette décision, mais mon fort intérêt, je ne la partage pas. Poursuivant, Elhadji Youssouf Konaté tient pour seul responsable de cette décision, empêchant les fidèles musulmans d'accomplir leurs obligations religieuses en ce mois saint de Dieu, le secrétariat général des affaires religieuses. L'État a trouvé comme un argument que c'est pour éviter la propagation du virus. Alors, les marchés, les restaurants, il y a beaucoup de regroupements, même les vendredis. On n'a pas dit d'interdire tout ça là. Mais pourquoi c'est physiquement les 10 dernières nuits? J'accuse beaucoup d'ailleurs le secrétaire général des affaires religieuses qui a été un peu complaisant. Parce que c'est une occasion unique pour nous dans l'année de se rapprocher de Dieu. Que attendriez-vous donc du gouvernement en cette période de double crise sanitaire que traverse notre pays? Moi, je croyais que l'État allait nous recommander de renforcer et de prodiguer le conseil aux fidèles musulmans. Il s'agit de respecter les mesures sanitaires, la distanciation, et puis porter les baguettes, et puis éviter de se serrer la main. Donc on a toujours prodigué ça comme conseil aux fidèles musulmans. Par ailleurs, le premier imam de la grande mosquée de Kourialé lance un cri d'alarme au gouvernement guinéen. Donc moi-même, je me demande comment c'est venu. Est-ce qu'il y a eu réellement un débat franc? Nous devons être souvent, il faut associer les imams, surtout les leaders d'opinion, à des trucs comme ça avant de prendre une décision finale. Un accident de la circulation a fait mort ce mercredi à Tombolia, dans la commune de Matoto. C'est un motard qui a été renversé par un gros porteur. Un camion transportant du ciment en provenance de la cimenterie, justement, serait à l'origine du drame. Djenab Kamara, Ibrahima Sori Kamara. Le corps de Mamadou Baïlo Diallo gisant dans son sang cet après-midi à Tombolia Cité. Il a été écrasé par un camion en provenance de la cimenterie. Les images sont d'une extrême violence. Des citoyens ont assisté à la scène. Nous étions assis au bord de la route lorsque l'accident se produisait. Et on a vu un motard qui essayait de doubler une voiture personnelle. Donc du coup, il y avait un camion aussi qui était des passages qui passaient, mais qui était collé vers le trottoir. Le camion était justement collé vers le trottoir et la voiture personnelle était vers là où on prend les passagers. Donc le motard était derrière.
Il essayait de doubler la voiture personnelle. Maintenant, du coup, je crois, avant de passer, il a un peu touché le côté derrière de la voiture personnelle. Donc c'est ce qu'il a renversé, il est tombé et le camion est passé sur sa tête. Coïncidence malheureuse pour le motard, le camion s'est montré au mauvais moment. Ce sont ces jeunes qui se sont occupés du corps avant l'arrivée de la police. On a essayé de recueillir certaines informations en mettant la main dans la poche. On a pris sa carte, on a lu son nom, on a montré aux uns et aux autres. Et ensuite, il y avait son téléphone aussi. Quand il est tombé, le téléphone aussi était sorti de la poche. On a essayé de joindre certains de ses parents. Donc du coup, on a appelé la police. Et lorsque la police est venue un peu tardivement. Peut-être 30 à 40 minutes comme ça de l'action. Cette dame est la sœur de la victime que les services de sécurité ont pu joindre. Profondément consternée par la perte tragique de son frère, elle a eu de la peine à s'exprimer. Les agents de la sécurité n'ont pas souhaité réagir à nos micros. À Boké, les autorités régionales et préfectorales de l'agriculture et de l'élevage ont procédé hier mardi au lancement officiel de la campagne de vaccination des animaux domestiques. Objectif, préserver leur état de santé. La ferme du président de la Chambre régionale de l'agriculture, située à Garaya dans la commune urbaine, a été choisie pour la circonstance. Mamadou Pete Diallo, Aïssatou Kesso Diallo, Salifou Lifosissé. Axée autour de la protection des animaux, cette campagne de vaccination a regroupé les autorités régionales, préfectorales de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que le président de la Chambre régionale de l'agriculture. C'est une initiative du gouvernement qui vise à préserver et améliorer l'état sanitaire des bétails dans la région de Boké. On se demandait même où le mettre, où on va le mettre. Et là, il nous a démontré qu'effectivement, on peut où on peut inoculer ces produits-là. Donc, il faut donner le vaccin pour prévoir la mortalité des animaux. Ça, c'est la raison, ça. Et quand on donne le vaccin, ça va augmenter la productivité des animaux. La mortalité va diminuer. La mortalité va diminuer. Ça, là, ça va soutenir l'alimentation de la population. En Guinée, la volonté des éleveurs est de voir leurs animaux en bonne santé. Vu l'importance de cette vaccination, l'inspecteur régional de l'élevage à Boké évoque les raisons qui les ont amenés à entamer cette campagne de vaccination. Par rapport, disons, à cette maladie, c'est une maladie virale qui est due à un virus et lorsqu'elle s'attaque à un troupeau, près de 90% meurent. Le président de la Chambre régionale de l'agriculture se réjouit de cette vaccination. Tout de même, il compte faire de ces troupeaux un atout pour la culture. Aujourd'hui, c'est la joie pour moi. Et c'est émotionnant. Et je remercie le chef d'État, le professeur Alpha Condé. D'abord, avant tout. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Mais on ne peut pas faire l'agriculture sans l'élevage. Je veux faire l'engrais organique. Je ne veux pas servir la terre avec l'engrais chimique parce que ça détruit. À en croire l'inspecteur régional de l'élevage de Boké, le gouvernement guinéen a octroyé 500 000 doses de vaccins PPR qui sont réparties dans toutes les 5 préfectures de la région de Boké. Une campagne de lutte contre les rumeurs, c'est le travail que se donne Search for Common Ground. L'ONG a lancé ce mercredi un projet dans ce sens. Il veut ainsi promouvoir la diffusion d'informations fiables et le renforcement de la cohésion sociale. Le travail vise à minimiser la propagation des fausses informations via les réseaux sociaux. Le projet est financé par l'Union européenne. Marissa Camara et Amara Alexila pour ce publi-reportage. À l'ère des technologies de l'information et de la communication, l'information ne semble plus être à l'apanage des professionnels. Les rumeurs ou des informations non justifiables et sans aucune source fiable créent souvent de la désinformation des citoyens et des paniques. Sur les réseaux sociaux, par exemple, chacun poste des messages de sa convenance, peu importe qu'ils soient vrais ou faux. Dans la gestion de la pandémie de coronavirus et de l'épidémie d'Ebola, beaucoup de rumeurs ont circulé.
Cherche fort commande grande dans l'optique de lutter contre cette désinformation, réunit les blogueurs guinéens et d'autres acteurs de la société civile pour les préparer à la gestion des rumeurs en cette période de crise sanitaire. La Covid-19 a beaucoup de rumeurs, beaucoup de désinformations qui font que la population même ne croit pas à l'existence de cette pandémie. Et si quelqu'un ne croit pas à l'existence de quelque chose, il ne peut pas prendre de précautions pour se protéger contre cette chose. Donc c'est pourquoi avec nos partenaires comme l'Union européenne, on a jugé utile de faire un projet pour pouvoir lutter contre les fausses rumeurs qui entourent cette pandémie, mais aussi donner la bonne information à la population guinéenne. La Covid-19 n'est pas une imagination. Elle existe bien en Guinée et chacun devrait observer les mesures barrières, conseille Mathias Colli. Covid est une pandémie, elle existe et qu'elle peut tuer, donc il vaut mieux se protéger contre elle. Il faut respecter les mesures barrières, il faut prendre la vaccination, c'est les seules voies par lesquelles on peut se protéger contre cette maladie. Pour atteindre l'objectif du projet, des cellules sont mises en place dans les communes de Matoto et Ratoma. Leur travail consistera à identifier, collecter et alerter sur des rumeurs dans la gestion de la Covid-19. L'objectif global de ce projet, c'est un peu renforcer, contribuer à la diffusion d'informations fiables, mais aussi surtout contribuer au renforcement de la confiance entre les différents acteurs que sont les autorités, les citoyens, le personnel de la santé. Donc tant qu'on n'arrive pas à diminuer les rumeurs, on ne peut pas aboutir à nos résultats dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et Ebola. Donc c'est pourquoi nous, comme chercheurs de l'expertise dans le domaine de la communication, on s'est dit pourquoi ne pas accompagner les efforts des autorités dans ce sens. Après l'étape de Conakry, le projet s'étendra sur d'autres villes de la Guinée afin de bouder la maladie de coronavirus hors de nos frontières. L'université Kofi Annan de Guinée, en partenariat avec Bossège, a lancé ce mercredi le sous-projet Formation des techniciens en système photovoltaïque et en installation électrique domestique et industrielle. L'établissement a entamé par la formation des formateurs. L'objectif est de renforcer les compétences techniques et professionnelles de 680 jeunes, dont 30% de femmes diplômées dans les domaines de l'électricité domestique, entre autres. C'est un publi-reportage de Fatoumata Bintabari et de Mohamed Aloussen Kamara. La non-maîtrise du domaine de l'énergie et le mauvais choix des composants électroniques dans l'installation électrique, une des réalités du secteur énergétique dans le pays. Pour y remédier, le gouvernement, à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, a initié un sous-projet pour le renforcement des capacités techniques et professionnelles des étudiants dans le domaine des mines et énergies. Ce mercredi, il était question de former ces formateurs des jeunes issus de l'université Kofi Annan et ses partenaires. Nous allons parler un peu de l'électricité appliquée, ensuite de la sécurité électrique qui est liée à notre métier. Ensuite, la conversion photovoltaïque et les équipements de base. On va parler de l'appareillage et du schéma. Nous allons aussi parler de la maintenance des systèmes photovoltaïques et surtout aussi les outils de configuration modernes qui permettent maintenant aux centrales, pratiquement, aux équipements qui sont tous communicants actuellement de faire cette partie. Ce sous-projet vise à favoriser l'employabilité des jeunes diplômés dans les domaines de l'électricité domestique, industrielle et du solaire photovoltaïque. 680 techniciens, dont 30% des femmes, sont concernés par ce projet. On est en train de former les formateurs et vous avez vu qu'on a visité les laboratoires. À partir de ces laboratoires, les jeunes vont être formés sur le plan pratique et ensuite à la suite de la formation, ils pourront exercer sur le terrain. Plusieurs réalisations ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Le coordinateur du projet parle d'apport de l'université Kofi Annan à cet effet. Nous avons donc acquis les équipements, nous avons formé les formateurs et aujourd'hui, l'ensemble des étudiants de l'école polytechnique de Kofi Annan, de l'Institut universitaire Kofi Annan, du CFP de Matoto qui est notre partenaire, utilisent ces équipements. Tous les cours qui sont enseignés dans ces trois structures aujourd'hui, les TP relatifs à ces cours sont effectivement réalisés. Parmi les acquis de cette initiative, la rénovation des laboratoires et les ateliers. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite de ce laboratoire photovoltaïque qui permettra de faciliter
cette formation. Et nous restons dans le domaine de l'électricité. La fourniture d'électricité dans la ville de Guékédou, une réalité. La population est desservie au moins 6 heures sur 24. Seul problème qui n'est pas simple, la direction de la Guinéenne d'électricité est confrontée au manque de réserves de carburant qui met aux arrêts les 2 groupes électrogènes envoyés dans la préfecture. Et en ce moment, les clients n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Malik Sangiana Kamara, Bernard Koundouno, Ali nous signe l'angle de la rédaction de ce soir. C'est le 17 juin 2019 que Bala Moussa Condé a pris fonction en qualité de premier responsable DDG de Guékédou. Sous sa table, plusieurs défis à relever. Comment donner le courant électrique à toute la population et au même moment? Le projet est difficile certes, mais pas impossible. Bala Moussa et son équipe vont descendre sur le terrain pour faire l'état des lieux afin de se faire une idée de comment atteindre les objectifs. Quand je suis venu, j'ai fait cette visite de terrain. J'ai trouvé que des conditions ou des principes étaient posés ici qui ne pouvaient pas donner satisfaction à la population. Dire que on ne doit se brancher sur le réseau que quand il y a le compteur, tout ça. Et, bon, ceux qui n'ont pas le compteur pour le moment doivent attendre. Alors, j'ai remonté toutes ces informations à la direction à l'époque, qui m'a autorisé non seulement à brancher les gens et à accorder des mini-injections sans aucune exagération, dans les normes bien sûr, pour permettre à tout un chacun d'être sur le réseau pour être alimenté en électricité par EDG. Ça m'a été accordé. Depuis plus d'une année maintenant, la ville est desservie en électricité grâce aux efforts fournis par cette nouvelle équipe. La préfecture de Guékédou est dotée de 2 groupes électrogènes qui se relaient. Le programme de fourniture du courant dans les foyers est établi comme suit. Tous les jours de 18h à 0h, soit 6 heures sur 24. Pour arriver à ces résultats, la direction de l'électricité de Guinée à Guékédou a impliqué l'ensemble des chefs de quartier dans le processus. Feu vert a été donné à tout citoyen qui voudrait se brancher sur le réseau de venir s'adresser à la direction de EDG Guékédou pour que l'intéressé soit branché légalement et qu'il soit identifié dans le parc clientèle de la société. Pour qu'il soit un consommateur légal et qu'il reçoive sa facture qu'il doit venir payer à chaque fois qu'il est question de le faire. On a commencé comme ça, par la grâce de Dieu. Tout a bien commencé. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, tout se passe très bien entre la population et moi. En visite à la centrale, visiblement les engins sont bien entretenus. Mais ces jours-là, les cuves sont vides. Pas de carburant. Donc, les groupes aux arrêts depuis quelques jours. Conséquence, la population se retrouve dans l'obscurité. Au début, le commencement, on était très satisfait. Mais à l'air, là, vraiment, on est paniqué à faire de le courant. On ne gagne pas le courant à l'air, là. On ne sait pas ce qui se passe à l'air. Ça nous fait 4 jours maintenant, on ne gagne pas le courant. Avant, on n'était pas habitué, mais à l'air, là, on a habité. Ça pèse beaucoup sur la population. Ça pèse beaucoup surtout sur la jeunesse. Parce qu'avec le courant, les élèves qui sont là, qui préparent les examens, révisent chaque soir à la maison. Les professeurs ont organisé des groupes de révision à l'école. S'il y a le courant, ça passe. Mais actuellement, depuis que les congés, il y a les congés, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de révision. Bon, il y a aussi des ouvriers qui travaillent la nuit sur le courant, sur EDZ, surtout les chaudronniers là. Actuellement, ça ne va pas. Ce manque de carburant, selon le chef de station DDG de Guékédou, est dû à la panne survenue sous la citerne transportant la provision.
une panne sur un véhicule, monsieur, surtout à des endroits un peu compliqués, et nous ne pouvons absolument rien par rapport à ça. Parallèlement à l'EDG, des autoproducteurs du courant électrique sont implantés dans la ville. C'est une activité lucrative qui met en confort ceux qui ont les moyens de payer le tarif journalier du distributeur. Ce jeune diplômé, gérant d'un télécentre, est l'un des abonnés. D'après la clause du contrat avec son fournisseur d'électricité, il doit payer tous les jours 15 000 francs guinéens. Nous avons un groupe privé ici. Donc c'est Tcherno qui nous aide pour le courant. Et comment ça se passe avec Tcherno? Quand même, oui, on travaille bien, mais il y a des circonstances ici qui, des fois ça manque, des fois ça ne manque pas aussi. Quel est le contrat qui vous lie? Le contrat qui nous lie, c'est la journée on paye 15 000 francs. 9h00 à 18h30, après on laisse une pause dîner. On prend aussi à 19h30 jusqu'à 0h. Nous avons effectué une virée nocturne pour s'enquérir des réalités de la nuit à Guékédou. L'électricité dans la ville rassure la population à veiller jusqu'à tard la nuit. C'est la fin de cette édition d'information. Mohamed Valek Touré nous a aidé à la préparation. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs.